Nous sommes ce matin avec Gilles Ola-Kouleyabi, président et fondateur de Wati. C'est un TikTok citoyen basé à Dakar qui s'intéresse à la sous-région ouest africaine. Avec lui, on écume l'actualité dans la sous-région. Le Togo qui bascule dans la 5e République avec un changement de régime. Exit fort, président de la République. Il est maintenant président du Conseil des ministres, mais qui concentre tous les pouvoirs de l'exécutif. Jean-Lucien Savy de Tové devient à 86 ans le premier président de la 5e République. Au regard de ses prérogatives que lui confère la nouvelle constitution, il est là pour, autant le dire, inaugurer les chrysanthèmes. On se penche aussi sur la Côte d'Ivoire, dont les voyants virent davantage au rouge à quelques mois de la présidentielle d'octobre. Gilles Ola-Kouleyabi, bonjour et bienvenue sur Bonjour le Bénin. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. Mais le plaisir est totalement partagé avec vous, donc nous allons faire cet exercice d'analyser, bien sûr, toutes ces actualités que nous venons d'évoquer. Mais avant, on s'intéresse à votre TikTok, Wati. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce TikTok? Oui, alors, Wati, déjà, c'est West Africa Citizen Think Tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est aussi une déformation d'un mot qui signifie le temps. Wati, c'est un mot en bambara, en langue parlée au Mali, mais pas seulement, qui signifie le temps. Et donc, c'est cette idée du travail dans la longue durée qui permet justement de faire les changements que nous souhaitons pour nos pays, pour nos sociétés. Mais c'est aussi le temps avec un sentiment d'urgence qu'il nous faut nous mobiliser davantage justement pour créer des conditions pour un meilleur bien-être pour les populations ouest-africaines. Lorsque j'ai proposé à des amis la création de Wati il y a maintenant après 11 ans, en 2014, on a commencé nos activités en 2015, donc c'est l'année des 10 ans, c'était avec le constat qu'on avait besoin dans les pays de notre région, le Bénin bien sûr compris, davantage de connaissances, de plateformes qui permettent de stimuler l'intérêt des jeunes et des moins jeunes pour les savoirs de manière générale, de manière à ce que chacun puisse contribuer en fait à cette œuvre de transformation de nos pays. Et donc, c'était aussi cette idée que les citoyens étaient légitimes pour participer à la discussion sur tout ce qui les concernait, les questions de sécurité, les questions économiques, les questions environnementales, les questions éducatives, et que pour que les citoyens puissent apporter leur contribution, il fallait aussi qu'ils soient mieux équipés en termes à nouveau de connaissances. Donc un think tank, ça met l'accent sur les connaissances, mais avec l'objectif d'influencer la réalité, d'influencer les politiques publiques. Et nous, Wati, nous avons la particularité de ne pas être concentrés sur un seul domaine. C'est vraiment une plateforme qui est ouverte à tout le monde et nous traitons autant des réformes des systèmes éducatifs que des systèmes de santé, des systèmes politiques, des questions de sécurité régionale. Et tout ce que nous faisons est ouvert à absolument tout le monde puisque on a des publications sur le site internet wati.org et on a aussi tous nos webinaires, nos débats en ligne qui sont organisés, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de Wati. Il y a plus de 600 contenus aujourd'hui sur vraiment un très, très grand nombre de sujets. Donc, c'est un peu un complément de mon point de vue au travail qui est celui des institutions de savoir, du système éducatif et des universités. Je pense qu'on a vraiment besoin dans notre région, sur tous les sujets, de comprendre que les savoirs et la transformation de ces savoirs en politique, en action, c'est absolument décisif dans tous les domaines. C'est alors une excellente opportunité pour nous d'obtenir de vous un profond éclairage et contextualiser donc ces dynamiques politiques en Afrique de l'Ouest notamment. Nous démarrons par le Togo et la Côte d'Ivoire aussi. Mais avant, quelle lecture faites-vous du passage à une 5e République instaurant donc un régime parlementaire au Togo et quelles peuvent être selon vous les implications politiques à court et à moyen terme? Oui, alors, première chose, je pense que je dirais, c'est que les professeurs de droit constitutionnel auraient une réponse sans doute différente de la mienne sur cette question, parce qu'ils seraient capables d'identifier les différents types de régimes, en utilisant les termes appropriés, les termes de droit qui sont appropriés. Moi, j'ai une lecture qui est plutôt une lecture politique et une lecture basée aussi sur ce que je sais de l'histoire politique récente du Togo et d'autres pays de la région, et ce que je sais aussi d'autres pays de la région. Donc le régime parlementaire en soi est un régime
tout aussi démocratique qu'un régime présidentiel ou semi-présidentiel. La différence, c'est que dans un régime parlementaire, les électeurs choisissent des députés et ensuite l'exécutif est lui-même une émanation du Parlement, puisque dans un régime parlementaire, vous avez effectivement un chef de gouvernement, souvent un Premier ministre, qui est issu de la majorité au Parlement ou de la coalition majoritaire au Parlement. Ce n'est pas une exception en réalité en Afrique de l'Ouest, puisque les pays lusophones de la région, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, ont des régimes qui sont fondamentalement parlementaires, issus de la tradition portugaise. Et vous avez dans ces deux pays de la région le Premier ministre, en fait, qui est celui qui a le pouvoir exécutif, qui est le plus important dans la constitution de ces deux pays. Mais vous avez un président de la République, autant en Guinée-Bissau qu'au Cap-Vert, qui est élu par les populations au suffrage direct. C'est-à-dire que vous avez au fond, un président qui a aussi une légitimité populaire, mais qui a des pouvoirs qui sont assez réduits par rapport au pouvoir du Premier ministre. Mais le président au Cap-Vert a quand même des pouvoirs que n'aura pas le président du Togo. Alors, au Togo, je pense que ce changement de république, lorsqu'on connaît l'histoire politique du pays et les enjeux, je pense très honnêtement qu'il s'agit davantage d'une formule pour contourner la limitation de mandat du président de la République. Depuis l'époque de Yassingbe Adema, le père de Faure Yassingbe, il y a toujours eu une discussion sur la limitation des mandats au Togo. À un moment donné, elle a été instaurée. Ensuite, dès que ce fut possible, elle a sauté. Et l'opposition togolaise a toujours insisté sur le fait qu'il fallait une limitation à 2 mandats. Et au fond, Faure Yassingbe échappe maintenant, le président Faure échappe à cela, puisqu'il n'est plus président, disons, qui doit faire face à une réélection. Il devait avoir une élection présidentielle cette année. Les Togolais n'y ont pas voté, puisque à nouveau, on a changé de système et que maintenant, il est président du Conseil, parce qu'il est aussi le président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale du Togo. Mais lorsqu'on regarde les pouvoirs du président du Conseil au Togo, il a quasiment exactement les mêmes pouvoirs qu'il avait en tant que président de la République élu au suffrage universel. Et le président Savitou Tové, effectivement, d'un certain âge en plus, n'a en réalité qu'un pouvoir tout à fait honorifique. Donc, à nouveau, je pense qu'il ne faut pas l'interpréter essentiellement en termes de basculement d'un régime à un autre. Il faut surtout l'interpréter en termes de ce que ça implique pour l'avenir politique immédiat du Togo et peut-être même pas simplement immédiat, puisque maintenant, il n'y a plus de limitation à nouveau à la durée du mandat du président du Conseil. Alors, avant de poursuivre cette discussion, Gilles Diaby, je vous propose de voir cet élément que nous propose Rachidat Biomomo, qui nous apporte des éléments d'appréciation. Regardez, on revient juste après. C'est une voie jusqu'ici peu explorée en Afrique. C'est vrai que ce type de régime n'est pas très représenté, mais on peut citer l'Éthiopie, la Somalie et Maurice, qui sont des régimes parlementaires en Afrique. L'Afrique du Sud est un mélange du régime parlementaire et du régime présidentiel, par exemple. Donc, ce n'est pas totalement inconnu en Afrique. Les types de régimes parlementaires qu'on a, c'est beaucoup plus des régimes semi-parlementaires, semi-monarchiques, comme le cas du Maroc, par exemple, où on a un roi qui est la figure principale, mais en même temps le chef de l'armée. Et on a un parlement également qui est très fort. Par contre, en Afrique de l'Est, il y a des cas de régime parlementaire qui ne sont pas nombreux, parce que vraiment le régime présidentiel est ce régime qui fait cas d'école. Ce qui est aussi un cas d'école, c'est le régime parlementaire du Togo, spécifique en cela que le président de la République est dépouillé de tous les pouvoirs. Le régime parlementaire Togo, pour moi, ressemble beaucoup plus à la 4e, voire même à la 3e République en France, où on a un président du Conseil qui détient entre ses mains l'exécutif, qui concentre entre ses mains l'exécution, et un président de la République qui est beaucoup plus choisi dans un cadre cosmétique et qui a très peu de pouvoir politique et décisionnel. Ce modèle, c'est quasiment une nouveauté dans la sous-région. Et cette nouveauté permet désormais au Parlement du Togo
d'élire le président de la République pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Quant au président du Conseil des ministres, lui est le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition qui jouit de la majorité à l'Assemblée nationale. Là, il n'y a pas de limite de mandat. Donc, il peut être réélu si à chaque fois c'est son parti qui a la majorité ou si c'est son parti qui est le plus fort dans la coalition majoritaire. Même si ça marche ailleurs, est-ce que ça va changer le quotidien des Togolais? Est-ce que ça va permettre de renforcer les institutions? De l'avis de plusieurs analystes, seul le temps nous le dira. Voilà donc les quelques éléments d'appréciation de Rachidat Biomama et ses intervenants à travers ce sujet. Gilles Yabi, finalement, est-ce qu'on peut dire que intitulé et fonction change, mais finalement, le président Yassingbe reste maître du jeu au Togo? Oui, c'est très clair, on peut le dire à nouveau, c'est dans les textes, dans cette nouvelle constitution, on peut aller lire les pouvoirs des différentes institutions. Le président du Conseil reste très clairement celui qui va exercer le pouvoir exécutif, et je rappelle aussi qu'il est le chef suprême des armées. Dans un certain nombre de configurations, vous avez généralement le président qui reste au moins formellement le chef des armées, mais dans le cas togolais, le président du Conseil il est même dans le domaine des affaires étrangères. C'est pas du tout un domaine qui serait réservé au président de la République. Donc le président Faure Gnassingbé est vraiment le vrai président d'une certaine manière. Après, on voit bien que la source du pouvoir, et donc ça vient de l'Assemblée. Donc la condition pour que le président du Conseil reste en place pendant très longtemps, de manière indéfinie, c'est qu'effectivement les législatives soient toujours remportées par le parti au pouvoir, le parti de Faure Gnassingbé. Et lorsqu'on connaît, par exemple, le découpage territorial et le nombre de députés par circonscription au Togo, ça a toujours été aussi un objet de controverse. En réalité, il y a un certain nombre d'éléments qui favorisent quand même particulièrement le parti au pouvoir, et ça va être très difficile de changer la configuration politique à l'Assemblée. Oui, le climat politique actuel au Togo vous semble-t-il favorable à un dialogue inclusif et à une réforme consensuelle des institutions? Alors, à nouveau, il y a une nouvelle constitution qui instaure une nouvelle république. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le souligner. Il faut aussi s'interroger sur les conditions dans lesquelles on a élaboré et, de cette manière, voté cette nouvelle constitution. Alors, je suivais un peu de près quand même le dossier, et c'est vrai que le texte même de la constitution était connu de très peu de personnes au Togo jusqu'à son adoption. C'est un peu après que la plupart des Togolais ont découvert le texte intégrale de la Constitution. Ce qui, évidemment, de mon point de vue, qui n'est pas d'être un citoyen togolais, mais à nouveau de mon point de vue d'analyste ouest-africain, concerné, pas de manière théorique par ce qui se passe au niveau de nos institutions, mais concerné par l'avenir de cette région qui dépend de la stabilité et de la qualité de ces institutions politiques. Évidemment, de ce point de vue-là, je trouve que ce n'est pas, évidemment, la bonne manière de faire. Je crois qu'on a besoin de comprendre à nouveau que les hommes et les femmes passent, mais qu'on a besoin de penser à l'avenir des populations et de construire progressivement des institutions politiques qui soient acceptées par tous. Et pour qu'elles soient acceptées par tous, il faut qu'il y ait des processus qui permettent d'avoir effectivement ce dialogue, qui permettent d'avoir des propositions, de ne pas simplement demander l'avis des populations à la fin du processus, ou même de ne pas du tout leur demander leur avis, mais d'avoir effectivement une véritable réflexion sur nos institutions. C'est ce que l'Afrique du Sud avait fait, par exemple, après l'apartheid, et c'est pas, de mon point de vue, quelque chose de surprenant qu'on ait en Afrique du Sud une constitution qui, de mon point de vue, est aujourd'hui l'une des meilleures en Afrique, parce qu'effectivement, on tire toutes les leçons du passé et on inclut à la fois l'expertise technique, mais aussi une forme d'engagement citoyen qui aboutit à des institutions beaucoup plus fortes qu'ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de duplicité dans ce qui s'est passé au Togo? On peut se dire qu'on s'est appuyé sur ce qui s'est passé dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine
et de diluer, on va dire finalement la couleuvre. On ne parle pas de troisième mandat, on introduit une réforme constitutionnelle qui induit elle-même donc une nouvelle république et finalement le président de la République il reste en place. On ne parle pas de troisième mandat, c'est passé en douce finalement. Oui, mais au fond, ça s'inscrit dans des pratiques qu'on a observées dans beaucoup d'autres pays du continent. C'est-à-dire que vous aviez déjà les changements de constitution et de république qui permettaient et qui ont permis à un certain nombre de présidents justement d'aller au-delà des 2 mandats lorsque leur constitution incluait une clause de limitation de mandat. Donc, cette limite étant peut-être atteinte au Togo, d'utiliser simplement le changement de constitution pour ne pas respecter la limitation du mandat. Je pense qu'il y a eu effectivement une idée peut-être politiquement ingénieuse de changer totalement de régime, mais pour aboutir au même résultat. On est finalement sur un boulevard, parce que tant que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, tant que le parti sera majoritaire à l'Assemblée nationale, le président pourra continuer ou du moins le président du Conseil des ministres pourra continuer par exercer la fonction ad vitam aeternam. Oui, tout à fait, mais à nouveau, comme certains analystes le rappelaient dans le petit reportage, on ne peut pas formellement dire que ce soit antidémocratique dans la mesure où les parlements sont issus du vote des populations. Après, évidemment, tout dépend déjà du cadre institutionnel. Est-ce qu'il donne les mêmes chances à tous les partis politiques? On a un parti qui est très fort historiquement, qui a aussi plus de ressources. Et ensuite, la qualité même des élections, y compris des élections législatives. Donc, formellement, à nouveau, on ne peut pas dire qu'un régime parlementaire ou même le nouveau régime au Togo avec ses spécificités ne soit pas démocratique. Mais la question qui est posée, c'est le fait qu'on n'ait toujours pas regardé, je dirais, en face les éléments qui, depuis très longtemps, en réalité, depuis l'époque de Yassine Adema, ne permettent pas l'expression réellement libre de la diversité du Togo. Mais formellement, comme vous le dites, peut-on parler, mais de façon claire, de verrouillage institutionnel aujourd'hui au Togo? Oui, alors je ne suis pas nécessairement, je n'aime pas nécessairement chercher des termes qui dès lors qu'on ne les explicite pas, ça ne permet pas vraiment aux gens de comprendre de quoi il s'agit. Donc, après, oui, c'est une utilisation des institutions à des fins de maintien au pouvoir. À nouveau, comme ce fut le cas en Guinée, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, dès lors que des présidents dans des pays où leur constitution prévoit une limitation de mandat trouvent une formule pour ne pas respecter, pour contourner cela en disant on fait une nouvelle constitution, cela n'était pas attaquable du point de vue juridique en interne, et on a vu que des organisations régionales aussi, en réalité, une organisation comme la CEDEAO ne pouvait rien faire parce qu'on ne peut pas empêcher un pays qui reste souverain, un État souverain, de décider de changer de constitution. Donc ce qu'on a observé au Togo, ça s'inscrit dans la même forme, disons, de contournement des obstacles au maintien au pouvoir. Et pour moi, ce que ça veut dire surtout, c'est que on adopte un certain nombre de principes qu'on ne veut pas respecter. C'est ça qui pose problème. Il y a des pays qui n'ont pas de limitation de mandat, des pays démocratiques dans le monde où il n'y a pas de limitation de mandat. Mais par contre, lorsqu'on décide de mettre une limitation de mandat pour un certain nombre de raisons que moi je partage, si on ne les respecte pas, là, il y a un véritable problème de cohérence, il y a un problème d'éthique politique. Mais les acteurs citoyens peuvent-ils encore peser? Pour que les acteurs, les citoyens de manière générale puissent peser, et là aussi, il faut un environnement qui le permette. Vous avez parlé de verrouillage institutionnel tout à l'heure. On pourrait aussi parler d'un verrouillage sécuritaire, je veux dire, ou d'un verrouillage de l'espace civique. Ce qui se passe dans cette région, dans beaucoup de pays de cette région, et je voudrais bien dire qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe au Togo, ce qui se passe dans beaucoup de pays aujourd'hui de la région et qui est extrêmement inquiétant, c'est cette restriction de l'espace civique, de l'espace d'expression des organisations de la société civile, des médias
et des voix critiques tout simplement. Et je pense que c'est une question qui est centrale parce que les citoyens ne peuvent s'exprimer qu'évidemment lorsqu'ils pensent qu'ils ne vont pas être enlevés au lendemain de leur déclaration critique. Et vous en avez parlé, la CEDEAO peut-elle encore jouer un rôle crédible aujourd'hui au Togo et dans la plupart de ces régions concernées? Oui, alors la CEDEAO peut jouer un rôle, elle est extrêmement critiquée. Je pense que l'année des 50 ans de la CEDEAO devrait servir tout de même à être beaucoup plus nuancée sur le bilan de cette organisation. Cette organisation a permis des avancées tout à fait notables à l'échelle de la région. Il y a une logique dans l'évolution de la CEDEAO, de la communauté économique vers une communauté qui s'occupe de paix et de sécurité et vers une communauté qui se dote de principes de convergence constitutionnelle, qui dit en Afrique de l'Ouest, on choisit l'état de droit, on choisit la démocratie. Évidemment, il y a d'énormes limites à ce que cela se transforme en réalité, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à nouveau, les États restent souverains et qu'il n'y a aucune organisation régionale dans le monde qui ne soit dépendante au premier chef de la qualité du leadership politique des États membres et des capacités des États membres. Les grandes faiblesses de la CEDEAO, quasiment toutes les faiblesses majeures de la CEDEAO relèvent de la responsabilité des États membres et de la configuration politique qu'on a à un moment donné de l'histoire dans une région. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui prennent des décisions au niveau de la conférence de la CEDEAO. Ces chefs d'État et de gouvernement ne sont pas choisis par la CEDEAO, ils sont choisis à l'issue de processus internes dans leur pays. Donc je pense qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur ce qu'est la CEDEAO, beaucoup de confusion entre les responsabilités des agences et de la commission de la CEDEAO et les responsabilités des États membres. On contourne, comme on le fait souvent, au lieu de regarder le problème majeur qui reste au niveau de la gouvernance de nos États, on contourne en essayant de déplacer la responsabilité au niveau d'une institution qui n'est incarnée par personne. En fait, la CEDEAO, c'est nous tous, c'est un projet d'intégration et je pense que ce projet d'intégration reste aujourd'hui absolument vital pour l'avenir de la région. Alors Gilles Yabi, que peut aujourd'hui l'opposition togolaise dans un système qui a presque déjà tout vicié et qui ne laisse presque peu de place à la contestation? Dans tous les pays en Afrique, comme partout dans le monde, hein, la trajectoire politique des pays, elle connaît des avancées, des reculs. Elle est toujours, ce qui se passe est toujours le résultat des rapports de force politique, aussi du rapport entre ceux qui sont engagés dans une direction et ceux qui sont engagés dans une autre. Donc je crois que aujourd'hui, effectivement, l'espace d'expression de l'opposition est limité, mais je crois aussi qu'on a peut-être un peu tort chaque fois de lire un peu ce qui se passe dans nos pays en termes d'opposition versus pouvoir, en oubliant que l'enjeu, c'est la paix et la sécurité, l'enjeu, c'est le développement économique, c'est les emplois pour les jeunes, c'est la stabilité. Et donc, c'est tous les citoyens qui sont concernés, ce n'est pas simplement les acteurs de l'opposition. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui au Togo, ce n'est pas nécessairement seulement ce que l'opposition peut faire, c'est ce que les organisations de la société civile et ce que les citoyens peuvent faire de manière générale. Et justement, ces citoyens à qui on vient d'arracher le droit d'élire le président de la République, parce que dans notre contexte sous-régional, ici, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique, élire le président de la République, avoir ce droit, c'est quand même, ça reste un privilège, ça reste, on va dire, un fait social, se sentir concerné par une élection, se dire qu'on a pu désigner le président de la République. Mais aujourd'hui, on leur enlève ce droit. Ils peuvent se sentir frustrés, ou elles peuvent se sentir frustrées, ces populations. Oui, deux choses. Oui, je pense qu'il y a de la frustration et on l'entend de la part de citoyens togolais qui parfois ne réalisent que maintenant, justement, qu'ils n'auront plus l'occasion en réalité de s'exprimer directement pour choisir un président. À nouveau, je rappelle quand même qu'a priori, ils auront l'occasion de s'exprimer pour choisir des députés qui sont aussi des représentants. Oui, mais la deuxième chose, à nouveau, j'anime un think tank et donc j'estime qu'il faut à nouveau pousser tout le temps à une réflexion qui soit critique et qui soit la plus objective possible. Le principe du suffrage universel, de l'élection du président au suffrage universel, c'est un principe démocratique qui est très important, mais ce n'est pas le principe universel. À nouveau, il y a des démocraties dans le monde, de très fortes démocraties, où les populations n'élisent pas directement le président de la République. Démocratie. Oui, tout à fait. L'Afrique n'a pas encore cette pratique démocratique
démocratique oui, élevée. Ce que j'explique, c'est que à nouveau, dans la réflexion sur les institutions politiques, il faut regarder ce que signifient les principes de base de la démocratie, c'est le fait qu'il y ait un lien entre les gouvernants et les gouvernés, que ce soit les gouvernés qui choisissent les gouvernants et qu'il y ait ensuite aussi une relation de redevabilité. Je crois que ces principes-là, on peut les avoir avec une élection au suffrage universel, mais on peut aussi avoir une élection au suffrage universel avec un président qui est élu, mais que cela ne se traduise pas nécessairement par une gouvernance démocratique. On a beaucoup de cas sur le continent avec des présidents qui sont élus au suffrage universel, parfois même bien élus, c'est-à-dire sans qu'il y ait de fraude et de manipulation, et qu'après, en fait, ils n'ont pas une gouvernance démocratique. Donc, ce que je veux dire, à nouveau, d'un point de vue d'analyse, c'est qu'on doit travailler sur les modalités d'élection, et moi, je pense qu'une fois qu'on a déjà le droit d'élire directement son président, ça me semble être très compliqué qu'on retire ce droit. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce qui s'est passé au Togo, et je l'ai dit tout à l'heure, ne correspond pas à ce qu'on peut espérer de la consultation et de dialogue nécessaire avec les populations. Mais je dis aussi que la réflexion que nous on porte sur les institutions, elle doit aller au-delà, elle doit viser à créer un rapport totalement différent entre les gouvernants et les gouvernés, que ce soit dans des pays où les citoyens élisent directement leur président ou dans les pays où les citoyens élisent peut-être leurs députés. C'est la force des institutions, les institutions indépendantes, l'équilibre des pouvoirs. Il faut travailler sur toutes ces dimensions et pas seulement sur la dimension électorale de la démocratie. Nous avons parlé du rôle que peut encore jouer ou que peuvent encore jouer les organisations régionales comme la CEDEAO, mais quelle place aujourd'hui pour les think tanks ou comme Wati et les mouvements citoyens pour redéfinir la gouvernance politique de manière plus inclusive et proactive? Je crois que tout le monde doit prendre sa place. Je pense que justement, en créant Wati à nouveau il y a 10 ans, l'objectif c'était justement de faire en sorte que les citoyens soient de plus en plus intéressés par les politiques publiques de manière générale. On ne travaille pas que sur les questions institutionnelles et politiques, et c'est à dessein. On travaille sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'éducation, sur les systèmes de santé, parce qu'on estime en réalité que toutes les questions sont liées. Si vous n'avez pas, si vous ne travaillez pas sur les politiques économiques, vous n'allez pas non plus créer les conditions de la paix, de la sécurité, de la stabilité dans les pays de la région. Donc, quelle place pour les think tanks? Je dirais aussi pour les universités. On oublie totalement dans notre région d'investir dans les institutions de savoir. Les think tanks font partie des institutions de savoir. Les think tanks ont juste la particularité de ne pas être, disons, dans un cadre académique, mais visent à influencer les décideurs en proposant de nouvelles idées. Mais évidemment, les think tanks sont nourris par le travail des chercheurs dans les universités. Et pour moi, il y a un continuum entre les acteurs de la société civile qui sont sur le terrain, les organisations de la société civile, les mouvements citoyens, les universités, les think tanks, les citoyens. On est tous légitimes pour nous prononcer et pour proposer des idées dans des pays et dans une région qui est confrontée aujourd'hui à des menaces sécuritaires majeures et une région qui est aussi confrontée à des défis économiques et sociaux absolument cruciaux. Très bien. Allez, Gilles Yabi, on en vient à présent au deuxième sujet qui nous intéresse ce matin, pour ne pas dire au second sujet qui nous intéresse avec vous. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. La situation politique actuellement sur les bords de la lagune ébriée n'est pas forcément des plus reluisantes. À quelques mois de la présidentielle d'octobre prochain, on se rend compte que la météo politique est très très orageuse, là aussi, avec une élection qui est déjà annoncée exclusive. Est-ce que c'est votre lecture? Oui, alors je pense que les signaux sont peut-être pas encore au rouge, mais ils sont à l'orange, c'est certain. À chaque élection présidentielle en Côte d'Ivoire, malheureusement, on a une résurgence des tensions. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux questions majeures qui se posent à quelques mois de cette élection. La première, c'est la question de la candidature du président Alassane Ouattara. Comme vous le savez, disons, le mandat qui s'achève
si on compte depuis son arrivée au pouvoir, c'est le 3e mandat. Alors si on compte depuis le changement de République, c'est le premier. Et donc, s'il se portait candidat, sa candidature sera validée par le Conseil constitutionnel ivoirien à nouveau parce qu'il y a eu un changement de République. Mais évidemment, au-delà de la question de la légalité de la candidature, se pose la question d'une part de l'éthique politique, là encore, puisqu'il avait lui-même au départ annoncé qu'il se retirerait et le décès du candidat qui était celui de son parti l'aurait poussé à être candidat. Mais aussi, bien sûr, il y a la question de l'âge. Hein. C'est une donnée physique qui nous concerne tous et c'est vrai qu'il y a de bonnes raisons de penser que ce sera un bon moment pour le président Ouattara de se retirer pour créer les conditions aussi d'une véritable transition démocratique. Mais alors, le problème qui se pose encore plus aujourd'hui, c'est de l'avis de certaines personnes et de plusieurs observateurs, cette intention affichée, délibérée, donc de bloquer un certain nombre de personnes, de candidats potentiels qui peuvent faire office de challenger, on va dire très ancré face au président Ouattara, notamment le président Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro qui se retrouve aujourd'hui en exil, Charles Blé Goudé qui a perdu son droit de vote, le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, qui, lui non plus, n'a pas pu être inscrit sur la liste électorale. On apprend d'ailleurs qu'il aurait démissionné ou qu'il a démissionné donc, de la tête du parti et qui reste tout de même président délégué. Bref, quand on voit tout cet appareillage aujourd'hui, toute cette configuration de la scène politique en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a une forme d'ostracisme qui est en train de s'installer, non? Oui, j'avais parlé de problèmes majeurs. Donc, effectivement, le premier, c'est la candidature du président Ouattara. Et le deuxième, c'est effectivement l'interrogation sur quels seront les candidats qui seront autorisés à être aussi candidats. Et comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de personnalités importantes sur la scène politique ivoirienne qui sont d'ores et déjà exclues de la compétition. Celles que vous avez citées, l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, pour des raisons de condamnation par la justice ivoirienne. Et Tidjane Thiam, je pense, c'est un cas différent et c'est peut-être celui qui suscite le plus de controverses parce que Tidjane Thiam, lui, n'est pas concerné par des affaires de justice, mais c'est plutôt relatif à sa nationalité et au fait qu'il est tardé à renoncer à la nationalité française et qu'il y avait une disposition particulière dans le Code de la nationalité en Côte d'Ivoire qui faisait en sorte que dès lors qu'il acquérait la nationalité française, donc une autre nationalité, il perdait automatiquement la nationalité ivoirienne d'origine. Très bien. Donc, on se rend compte, finalement, mon cher Gilles Yabi, qu'en Côte d'Ivoire, évidemment, à chaque élection présidentielle, il y a toujours une situation qui se pose. Tout le monde est davantage inquiet quand on connaît le passif de ce pays-là. Autant dire qu'il faut justement pas décevoir à nouveau. Oui, mais à nouveau, là aussi, ayant travaillé longtemps sur la Côte d'Ivoire et sur la crise ivoirienne, je pense qu'il y a des problèmes de fond du point de vue institutionnel. Je crois que la Côte d'Ivoire ne s'est jamais vraiment arrêtée pour regarder ses institutions et pour décider d'une véritable transition démocratique. Le changement s'est fait en Côte d'Ivoire dès la succession du président Houphouët-Boigny, par la confrontation d'acteurs majeurs de la scène politique, et ça s'est fait ensuite par la violence. Il n'y a pas encore eu vraiment de moment de réflexion sur les pratiques politiques en Côte d'Ivoire, et je pense que le changement d'acteurs politiques et le fait que tous les acteurs dominants de la scène au cours des 20-30 dernières années se retirent pourrait créer justement les conditions pour ce nouveau départ sur le plan institutionnel, sur le plan des pratiques politiques. Et c'est vrai que le candidat Tidjane Thiam était perçu sans doute par beaucoup d'Ivoiriens, on ne sait pas si c'est une majorité ou pas, comme quelqu'un qui pourrait incarner ce renouvellement parce qu'il n'a pas été associé à toute cette bataille politique
politique qui s'est quand même traduite en violence majeure pendant des années en Côte d'Ivoire. Mais voilà donc un pays qui semble quand même stable économiquement, mais face toujours à des tensions politiques. Y a-t-il encore des risques pour la stabilité en Côte d'Ivoire? Oui, il y a des risques pour la stabilité en Côte d'Ivoire. À nouveau, la question des institutions politiques, elle est centrale pour tout pays. On peut dire ce qu'on veut. Bien sûr, toutes les autres dimensions sont importantes. L'économie, c'est important. Et je pense qu'un des paris du président Ouattara, comme d'autres chefs d'État, parfois, c'est de dire le développement économique, les infrastructures, le travail qu'on fait sur le plan économique peut être un substitut à la démocratisation des pratiques, peut être un substitut à la construction d'un lien fort entre les gouvernants et les gouvernés, peut être un substitut à nouveau au respect de l'état de droit. Moi, je pense que le développement économique n'est jamais un substitut à ce qu'on peut qualifier de développement politique et d'extension des libertés. Je pense que la plupart des êtres humains ont besoin de liberté indépendamment de ce dont ils ont besoin matériellement. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire aussi, effectivement, on a aujourd'hui des inquiétudes pour la stabilité politique, alors qu'on a une trajectoire de redressement économique depuis le dernier conflit majeur, qui est quand même une trajectoire plutôt positive. Il y a peu de pays qui ont pu se redresser aussi rapidement. Mais si tous les 5 ans, on a des situations de tension, vous imaginez bien que du point de vue aussi des investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers, et du point de vue des acteurs économiques de manière générale, il y a forcément aussi un ralentissement parce qu'il y a des incertitudes qui sont importantes. Est-ce qu'on peut rêver toujours en Côte d'Ivoire de l'émergence d'une nouvelle génération éventuelle? Oui, de toute façon, à nouveau, le temps passe, personne n'est éternel, donc il y a forcément un renouvellement à un moment ou à un autre des acteurs politiques. Mais je crois à nouveau, et je parle à nouveau de la perspective d'un think tank, je crois que nous devons nous intéresser au-delà des personnes, aux idées, nous devons nous intéresser au changement institutionnel, au changement à nouveau dans la manière dont les citoyens interagissent avec les acteurs politiques dans l'ensemble de nos pays, au-delà du changement. Un renouvellement de génération ne veut pas dire nécessairement que la génération qui vient va être plus démocratique, moins corrompue que la génération précédente. Donc le changement de génération en soi ne nous donne aucune garantie sur l'avenir des pays de cette région. Ce qui peut nous donner des garanties, c'est le fait qu'on ait de plus en plus de citoyens qui sont informés, sont conscients des enjeux, des liens entre les différentes questions et sont capables eux-mêmes d'influencer la direction de leur pays. L'ancien président Laurent Gbagbo a été investi par son parti, le PPACI, pour être candidat à la prochaine élection, alors qu'il n'est même pas inscrit sur la liste électorale. Il a été déchu de ses droits civiques. Sur quoi compte-t-il en faisant le forcing? Bon, évidemment, l'ancien président Laurent Gbagbo, mais on sait que sur le plan politique, c'est quelqu'un qui va se battre et qui va peut-être utiliser beaucoup plus de moyens, parfois à la limite du respect de la légalité, par exemple, qu'un Tidjane Thiam ou que le PDCI, parce que c'est pas la même vision des batailles politiques. Après, je pense qu'il faut quand même observer que Laurent Gbagbo aujourd'hui n'a plus le même poids politique qu'il avait par le passé. Il a bien sûr encore du soutien des militants, mais je ne suis pas sûr qu'il ait la même capacité de mobilisation qu'il avait il y a quelques années et qu'il pourrait effectivement poser un véritable défi au pouvoir en place. Mais ça veut dire par contre qu'on va quand même vers des mois incertains avec potentiellement des manifestations, donc potentiellement de la violence, en rappelant que même lors de la dernière élection, il y a eu quand même plusieurs dizaines de morts en Côte d'Ivoire, et donc ce serait quand même bien pour ce pays et pour notre région que les compétitions politiques n'aboutissent pas nécessairement chaque fois à de la violence, parce que c'est aussi ce qui est en train de créer un sentiment de résignation et peut-être même de désintérêt des populations pour les questions politiques. Docteur Gillola Koulé-Yabi, merci. Merci à vous. Vous êtes spécialiste en économie du développement, président fondateur du think tank Wati, qui est donc un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest qui est basé à Dakar. Ça fait 11 ans maintenant, pour ne pas dire 10 ans, que vous exercez vos activités intellectuelles. Vous êtes visible sur plusieurs plateformes, vous pouvez nous rappeler?
Oui, à nouveau, le site, c'est www.wati, donc wathi.org. La chaîne YouTube, je la recommande vraiment parce qu'il y a énormément de contenus qui peuvent être utiles pour les étudiants, pour tout le monde, pour s'informer sur beaucoup de questions. Et également sur tous les réseaux sociaux populaires, Facebook, LinkedIn, Instagram, X, nous sommes présents sur toutes ces plateformes. Merci beaucoup, vous passez une excellente journée et à très bientôt, on l'espère, que ce soit en présentiel ou par visioconférence sur Bonjour le Bénin. Nous aurons à nous recourir à vous. Avec grand plaisir. Vous passez une excellente journée.